Donc cet après-midi, nous accueillons Ludovic Grifford de l'Université de Nice qui nous parle de singulières minimisantes en géométrie souris-riemannienne. Ok, donc merci. Donc tout d'abord, je voudrais remercier Nicolas Bourbaki pour l'invitation. Donc je vais vous parler de singulières minimisantes en géométrie souris-riemannienne. Comme j'imagine que tout le monde n'est pas très familier avec la géométrie souris-riemannienne, je vais commencer par introduire, par dire de quoi il s'agit. Ensuite, je parlerai de ce phénomène typiquement souris-riemanien des singulières minimisantes. Ensuite, j'évoquerai différentes questions qui se posent sur ces singulières. Et puis, je vous parlerai d'un résultat récent dû à Akaviori et les données, un résultat qui fait suite à des travaux précédents de Leonardi et Monti. Voilà. Donc, le contexte, donc, on se donne une variété M. Lisse, donc disons de dimension n, connexe sans bord, et donc la donnée d'une structure souris-riemannienne sur M correspond à la donnée de deux choses, de deux objets, d'une part une distribution et d'autre part une métrique sur cette distribution. Alors étant donné que on va vouloir mesurer on va vouloir joindre toute paire de points sur M par une courbe tangente à la distribution qu'on va se donner. On a besoin que cette distribution vérifie les propriétés qui vont permettre de relier les points par des courbes horizontales. Donc on a besoin d'une distribution qui vérifie la propriété de totale non-holonomie. Donc soit delta, une distribution. Alors on va la supposer de rang constant. Donc elle est lisse. Disons qu'elle est de rang, un nombre compris entre 2 et n-1, et qui vérifie la propriété totale non-holonomie, donc totalement non-holonome. Ce qui signifie que si on prend un système de m champs de vecteurs qui représente localement la distribution, eh bien ces champs, l'algèbre de Lie engendrée par ces champs, évalué en tout point, engendre tout l'espace tangent. D'accord ? Donc, c'est-à-dire, on a ceci. Pour tout x dans un certain voisinage, où la distribution, donc disons V, où delta est représentée par x1, xm. Donc dans V, delta en tout point x, c'est un sous-espace vectoriel de l'espace tangent à x, et donc il est représenté par ces m champs linéairement indépendants, et donc je demande, pour être totalement non holonome, que l'algèbre de Lie engendrée par ces champs, évaluée en x, engendre tout l'espace tangent, donc ça c'est le premier objet. Le deuxième objet, c'est une métrique sur delta. C'est-à-dire que si on se donne un vecteur tangent qui est dans delta, on va pouvoir dire quelle est sa norme, on va pouvoir le mesurer. Voilà, donc une structure souris-riemannienne, c'est deux choses, une distribution, une métrique. Voilà. Donc étant donné une structure souris-riemannienne, on appelle courbe horizontale toute courbe qui est absolument continue à dériver dans L2 et presque partout tangente à la distribution. D'accord ? Donc on appelle courbe horizontale toute courbe, gamma, donc disons sur un certain intervalle AB à valeur dans M, qui est dans W12, c'est-à-dire absolument continue à dériver dans L2, tel que, presque partout, donc on a une dérivée, eh bien, cette vitesse, elle est tangente à la distribution. Et étant donné qu'on a une métrique sur delta, si on prend une courbe horizontale, sa vitesse est dans delta, donc on peut mesurer la longueur d'une courbe horizontale. Donc la longueur d'une courbe horizontale, c'est de manière classique. Donc pour la métrique G, c'est l'intégrale de la vitesse. Voilà. Donc le théorème fondateur de la géométrie souris-riemannienne, c'est le théorème donc, qui nous dit que, étant donné deux points sur M, étant donné que la variété est connexe, étant donné que la distribution est totalement non holonome, on va pouvoir les relier par une courbe horizontale. Okay ? Donc c'est le théorème qu'on appelle le théorème de Tchourachevski, qui date des années 30,
pour toute paire de points, dans M, il existe une courbe, donc disons de 0, 1 à valeur dans M, horizontale, qui relie X à Y. Donc maintenant, on sait qu'on a des courbes horizontales entre tous les points. Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est ce que va faire la géométrie sur-riemannienne, c'est qu'elle va considérer, elle va consister à étudier la métrique qu'on peut définir comme étant l'infimum des longueurs des courbes qui joignent deux points. Ça va nous donner une métrique. Donc la géométrie sur-riemannienne, c'est l'étude de cette métrique pour les structures sur-riemanniennes. Donc on définit la distance sur-riemannienne entre deux points x et y comme l'infimum des longueurs des courbes horizontales qui lient ces deux points. Voilà. Donc de cette manière, on obtient un espace métrique. Non, pardon. Donc on obtient sur M, DSR sur M définit une métrique, d'accord, donc qui vérifie les propriétés de la métrique. Et en fait, on peut montrer que la topologie définie par cette métrique coïncide avec la topologie de M comme variété. D'accord. Alors, ce n'est pas une conséquence du théorème de Chourachevski tel que je l'ai prouvé. En fait, on peut démontrer mieux. Et on peut démontrer que cette distance définit la même topologie que la topologie initiale sur M. Ce qui signifie que cette fonction DSR, elle est continue pour la topologie sur M. Est un espace métrique définissant la même topologie que M. Et donc on parle d'espace de Carnot-Carathéodory. Voilà, donc la géométrie sur-riemannienne, ça consiste en l'étude de ces espaces. D'accord. Et donc nous aujourd'hui, je vais aujourd'hui vous parler du phénomène des singulières minimisantes en géométrie sur-riemannienne, c'est-à-dire qu'on va voir que sous des bonnes propriétés sur cet espace métrique, comme dans le cas riemanien, étant donné deux points, on a des courbes qui vont minimiser la longueur, donc ce sera ce qu'on appelle des géodésiques, d'accord. Et comme dans le cas, du moins contrairement au cas riemanien, on verra que de telles courbes ne sont pas nécessairement solutions de l'équation géodésique. Certaines le sont, d'autres ne le sont pas, et donc c'est ce qu'on appelle des singulières minimisantes. Et donc je vais vous montrer qu'il y a encore assez peu de choses connues sur ce phénomène, et donc je donnerai un certain nombre de résultats. Alors, pour ce qui est... donc là, je vais surtout me focaliser sur les géodésiques. Si vous voulez en savoir plus sur ce genre de choses, vous pouvez par exemple aller consulter le texte du séminaire Bourbaki donné par Ivan Kouka il y a 20 ans, en 1996, qui dresse un panorama plus global des problèmes intéressants sur les espaces de Carnot-Carathéodory. Voilà, donc nous on va regarder les phénomènes des singulières minimisantes. Donc ce qu'on va voir, pour faire un dessin global, lorsque vous faites de la géométrie riemannienne, en fait, vous faites de la géométrie sous-riemannienne, mais vous êtes dans le cas où en fait la distribution que vous considérez, c'est la distribution triviale, c'est-à-dire de rang n, c'est-à-dire que vous n'avez pas de contraintes sur les vitesses. Vous autorisez entre tout point des courbes qui sont tangentes à l'espace tangent. Donc c'est le cadre riemannien. Cadre riemannien, regardez comment sont les géodésiques dans le cadre riemanien, ça revient en fait à faire du calcul des variations. C'est-à-dire on a une courbe qui minimise une fonctionnelle, on fait des variations de cette courbe et on obtient une équation. Comme on va le voir dans le cas sous-riemannien, on n'est pas dans le cas du calcul des variations, on est dans le cas de la théorie géométrique du contrôle. C'est-à-dire qu'on va étudier des courbes qui minimisent quelque chose, mais ces courbes sont sujettes à des contraintes, qui sont des contraintes sur la vitesse. Donc ça rentre dans le cadre de la théorie géométrique du contrôle, et c'est les contraintes
qui vont poser problème pour obtenir des équations géodésiques. Donc c'est deux-là que va venir le phénomène des singulières minimisantes. Voilà. Donc voyons comment obtenir des conditions nécessaires d'optimalité pour une géodésique. Donc parlons des géodésiques sur riemanniennes. Donc je vais prendre 2 points. Et je vais considérer une courbe minimisant la distance entre ces 2 points. Donc je fixe 2 points. Et je fixe une courbe qui minimise la longueur, donc qui est horizontale, et qui minimise la longueur entre ces 2 points. Alors une telle courbe va exister si, comme dans le cas riemanien, on a un théorème de Hopf-Rino, si on suppose l'espace métrique MDSR complet, alors on aura existence de courbes minimisantes, d'accord? Donc là, implicitement, je suppose que l'espace métrique M équipé de la métrique DSR est complet, donc j'ai une telle courbe, d'accord? Donc j'ai une courbe comme ça, gamma. Voilà. Et donc là, ce que je vais chercher à faire, c'est chercher à obtenir une équation, une information sur le fait que cette courbe est minimisante. Donc j'ai une distribution le long de cette courbe. Donc cette courbe ne se recoupe pas elle-même, donc je peux, dans un voisinage de cette courbe, représenter la distribution par un système de m champs de vecteurs. D'accord ? Donc on peut supposer qu'ici, on a que la distribution, alors pas x, en tout point z dans cet espace, c'est engendré par ces champs-là, x1, xm, pris en z. Voilà. De plus, je peux supposer que les champs sont orthonormés pour la métrique G considérée. D'accord ? Alors, on va voir qu'en fait, cette courbe gamma, on peut donc, comme je disais, la voir comme la solution d'un problème d'optimisation avec contrainte. D'accord ? Alors, comme dans le cas riemanien, quand on veut obtenir une équation géodésique, il est préférable de travailler non pas avec une courbe qui minimise la longueur, mais l'énergie entre x et y. C'est-à-dire, au lieu de minimiser l'intégrale de la norme de gamma point, on minimise l'intégrale de la norme au carré. D'accord ? Donc, quitte à reparamétrer gamma, je peux supposer que gamma minimise l'intégrale de la norme au carré. D'accord ? Donc, on reparamètre, ou alors on prend directement un minimiseur de l'énergie, qu'on peut supposer que gamma minimise l'énergie. C'est-à-dire cette quantité. Donc là, je vais le mettre en bas. Parmi toutes les courbes horizontales reliant x à y. Voilà. Donc maintenant, je vais introduire une application qui joue un grand rôle en géométrie riemannienne qui s'appelle la High-Point Mapping. Et cette application va nous permettre... voilà. Cette application va nous permettre, en fait, de paramétrer l'ensemble des courbes horizontales issues de x par L2, ou par un sous-ensemble de L2. Ah, c'est ça. Donc je ne vais peut-être pas écrire sur celui-là, parce qu'après, je vais prendre celui du haut. Donc là, on va paramétrer, donc on va faire ce paramétrage, et ensuite on va voir que gamma est solution d'un problème de stabilisation avec contrainte, et là on verra comment va apparaître le phénomène des singulières minimisantes. Donc, on a une correspondance entre, d'une part, les courbes horizontales issues du point X et qui restent dans cet ensemble-là, donc on va appeler V, ou U, hein, et un ensemble de... Non, pas... ouais. Donc je l'appelle V plutôt, et un sous-ensemble de L2. D'accord ? Donc on peut... représenter... Bon, alors ce que je dis, c'est un peu faux, mais ce n'est pas très grave. Toute courbe horizontale... Si.
gamma, donc on va dire de 0, 1, qui reste dans V. Donc V, c'est cet ensemble qui est là, qui est horizontal, et issu de X, comme la solution gamma U du système du problème de Cauchy qui est celui-là. Donc je regarde, voilà, avec U dans un certain ensemble grand U inclus dans L2. Voilà. Donc, je peux trouver un sous-ensemble de L2, grand U, tel que lorsque je vais regarder la solution de ce problème de Cauchy, donc qu'est-ce que c'est que ce problème de Cauchy? C'est que je regarde une courbe qui commence en X autant 0 et qui est presque partout solution de cette équation. D'accord? Donc, étant donné que gamma U point, quand elle existe, c'est une combinaison linéaire des xi en gamma U, ça va être inclus dans la distribution. Donc, une solution de ça va me donner une courbe horizontale, gamma U. Réciproquement, en fait, si j'ai une courbe horizontale qui reste dans V, eh bien, comme dans V, j'ai ma paramétrisation de delta par les champs x1, xn, je pourrais l'écrire de cette manière. D'accord? Donc, en fait, regarder les courbes horizontales issues de X, dans V, ça revient à regarder les solutions de ce système. D'accord? Donc, la endpoint mapping, c'est quoi? C'est simplement la fonction qui prend un contrôle dans L2, ou plutôt dans le sous-ensemble grand U de L2, et qui l'envoie sur le point final. Donc elle prend un contrôle U, et elle l'envoie sur gamma U au point 1. D'accord? Voilà, ici. Et donc qu'est-ce que ça signifie de dire que gamma est minimisante? Bien, ça signifie la chose suivante. Gamma, comme c'est une courbe qui reste dans V, je peux l'associer à un certain contrôle U bar. D'accord? Il existe un U bar qui est dans U, tel que gamma, c'est gamma de U bar. Et si je fais une petite perturbation du contrôle U bar, c'est-à-dire pour des petits U très proches de U bar, j'obtiens d'autres courbes horizontales qui partent de X. Et donc, si elles arrivent en Y, leur énergie est plus grande que celle de gamma U bar. Donc, il existe U bar appartient à U tel que gamma égale gamma U bar. Voilà. De plus, si U est proche de U bar, et gamma de U bar en 1, c'est-à-dire la endpoint mapping de U bar est égale à Y, alors l'énergie de gamma U, pardon, ici c'est U. Donc si je prends U proche de U bar, qui a le même point final que U bar, donc Y c'est le point final de U bar, eh bien je sais que l'énergie de la courbe gamma U doit être plus grande que l'énergie de gamma U bar, parce qu'on a pris gamma U bar minimisante, d'accord? Donc on a ceci. Supérieur à la même chose pour gamma U bar. Voilà. Donc si ça, je l'appelle C de U, eh bien, en fait, j'ai ceci. U bar est solution du problème d'optimisation qui consiste à minimiser la fonction C de U, c'est-à-dire cette quantité. Donc la norme... Alors oui, là il y a une chose que je n'ai pas dite, c'est que cette quantité, qu'est-ce que c'est? Comme j'ai pris la famille orthonormale, cette quantité, la norme de gamma point au carré, c'est la somme des 8 carrés en fait. D'accord? Donc en fait, CU, c'est la norme L2 de U au carré. Donc en fait, U bar est solution du problème de minimisation qui consiste à minimiser C de U parmi les contrôles U qui sont dans U, tel que le point final de la courbe gamma U, c'est-à-dire EX1 de U, est égal à Y. Voilà, donc on a ceci. On a bien que
quitte à reparamétrer gamma par un contrôle U bar est solution de ce problème d'optimisation avec la contrainte qui est ici. D'accord ? Donc tout le monde sait que quand on a ce type de problème d'optimisation, on peut appliquer le théorème des multiplicateurs de Lagrange et obtenir une condition nécessaire d'optimalité pour U bar. Et donc là, on va voir apparaître le cas singulier. Donc par le théorème des multiplicateurs de Lagrange, on a un couple lambda 0, lambda, dans R croît, alors il faut prendre quelque chose qui est sur le cotangent à M, non, en Y, tel que, on a ceci. Voilà. Et bien sûr, lambda 0, lambda ne sont pas tous les deux nuls. Ceci, c'est non nul. Voilà, donc là, deux cas vont apparaître, en fait. Soit vous avez que lambda 0 est non nul, auquel cas je peux très bien multiplier par un scalaire de manière ici à avoir 1. Soit lambda 0 est nul, ce qui signifie que j'ai ça égale 0. Alors là, ça donne lieu à deux cas très différents. Et donc le cas numéro 2, celui où lambda 0 est nul, va correspondre au phénomène des singulières minimisantes. Donc proposition, deux cas. Premier cas, c'est le cas normal. Donc c'est le cas où lambda n'est pas nul. Ou si vous voulez, lambda égale 1. Dans ce cas, tout va bien se passer. Donc ça va être le cas riemannien en fait. Donc dans ce cas, vous pourrez montrer. Donc vous pourrez montrer dans ce cas qu'en fait gamma doit être projection d'une extrémale, c'est-à-dire d'une solution d'un certain système hamiltonien qui est totalement régulier. Donc dans ce cas, vous aurez que gamma est lisse et qu'il y a des solutions d'une certaine équation géodésique. Donc dans ce cas, gamma est projection d'une extrémale dite normale. Donc psi de 0, 1. Alors elle vit dans le fibré cotangent. Solution du système hamiltonien psi point égale h de psi avec l'hamiltonien donné, alors en coordonnées dans V ici, par la somme des pxi au carré. Voilà. Donc ça, c'est le bon cas. Le deuxième cas qui peut se produire, c'est ce qu'on appelle le cas anormal. Donc c'est le cas lambda égale 0. Ah pardon, ici c'est lambda 0. Donc c'est le terme de droite qui nous intéresse. Cas anormal. Donc lambda 0 égale 0. Alors dans ce cas, vous n'avez pas que psi est, solution est une projection d'une solution de ce système hamiltonien. Vous avez que, est-ce que je l'écris? Oui, je l'écris. Donc gamma va être la projection d'une solution, alors je vais l'écrire, je vous renvoie au texte pour plus de détails, d'une solution d'un système de contrôle en haut, d'un certain système de contrôle en haut dans T étoile M. Voilà, donc ce qui ne va pas apporter grand-chose en termes de régularité. Donc du coup, je vais juste faire quelques remarques avant de poursuivre. Donc comme je le disais tout à l'heure, le cas lambda 0 égale différent de 0 ou égale 1, c'est le cas riemannien. Pourquoi? Si vous avez que lambda 0 est nul, ça veut dire que vous avez que, pour un certain lambda non nul, vous avez lambda dEx1 de U bar égale 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une forme linéaire non nulle qui annule l'image de cette application dans TYM. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas, par des perturbations du contrôle, atteindre toutes les directions autour de Y au premier ordre.
D'accord? Et dans le cas riemanien, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas de contrainte sur les vitesses. C'est-à-dire qu'une courbe, on a le droit de la déplacer dans toutes les directions. C'est-à-dire que dans le cas riemanien, cette application-là, elle sera toujours surjective. On peut aller dans toutes les directions au premier ordre. C'est-à-dire qu'en faisant une petite perturbation de U bar au premier ordre, on arrive à bouger au premier ordre, au même ordre, à l'arrivée. D'accord? Donc, remarque, dans le cas riemanien, forcément, on a lambda 0 pas nul. Donc, ce qui veut dire que dans le cas riemanien, on est dans le cas normal. Donc, gamma va être projection de ceci. Donc, ça correspond exactement à dire quelle est solution de l'équation qu'on connaît bien en géométrie riemannienne, qui passe par la définition de connexion Lévi-Civita. Donc là, c'est l'approche hamiltonienne. Remarque numéro 2, que j'ai déjà dit oralement, si on est dans le cas lambda 0 non nul, donc dans un cas qui n'est pas forcément riemannien, comme je l'ai dit, gamma est la projection de psi qui est solution d'un système hamiltonien en XP, les X sont lisses, donc toute solution du système hamiltonien associé à H est lisse, donc par projection, gamma est lisse. D'accord? Donc si lambda 0 est différent de 0, gamma est lisse. Dernière remarque, si lambda 0 est nul, comme je le disais tout à l'heure, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a ceci. On a ceci. Donc ça veut dire, comme je l'ai dit, qu'il y a une forme qui annule l'image de ça. Donc ça veut dire que cette application EX1 n'est pas une submersion en U bar. Il y a une direction qu'on ne peut pas atteindre par des perturbations au premier ordre en Y. D'accord? Il y a une direction dans laquelle on ne peut pas, en faisant des perturbations du premier ordre, bouger du premier ordre dans cette direction, voisinage de Y. Voilà. Donc on a ceci. Et donc, dans ce cas, on dit que le contrôle U bar est singulier, ou de même que la courbe de départ, gamma, est singulière. Donc je vous fais remarquer que le fait qu'une courbe soit singulière ne dépend absolument pas du système qu'on a pris pour représenter la distribution, ou que gamma est singulière. Et donc, a priori, je n'ai pas écrit ici la propriété précise qu'on va avoir sur... donc j'ai dit gamma est projection de quelque chose, je n'ai pas dit ce que c'était, mais de toute façon, a priori, ça ne donne rien sur la régularité de gamma. Donc a priori, gamma n'a aucune régularité autre que le fait d'être... donc dans W12 et en fait le fait d'avoir une vitesse de norme constante, c'est-à-dire gamma est Lipschitz. Okay? Donc gamma n'est pas mieux que Lipschitz. Voilà. Alors je vais résumer ceci dans une proposition qu'on va garder. Non, ça n'a rien. Non. Là, ici, ça n'a rien à voir avec le fait de prendre le flot géodésique. C'est-à-dire que j'ai le droit de faire des perturbations qui ne sont pas forcément des géodésiques. D'accord? Donc, ce n'est pas lié au phénomène d'être conjugué ou pas pour le flot. Alors, proposition pour résumer tout ça. Donc souvent, les gens qui ne sont pas habitués à la géométrie surriemannienne sont un peu perdus entre les différents cas possibles. Donc cas normal, cas anormal, cas strictement normal, strictement anormal. Alors je vais résumer ça sous la forme d'une proposition où je vais introduire trois notions qui correspondent à deux épithètes à chaque fois, dont l'un porte sur la distribution, l'autre sur la métrique. Alors proposition. Donc si gamma est minimisante, alors si gamma est une géodésique minimisante, c'est-à-dire si elle minimise l'énergie, d'accord ? Donc j'appelle géodésique minimisante une courbe qui minimise l'énergie entre deux points. C'est-à-dire qu'elle minimise la longueur et en plus elle est de vitesse à norme constante. Donc si gamma est une géodésique minimisante, alors on a l'un des trois cas exclusifs suivants. Donc j'insiste sur le exclusif.
Premièrement, cas numéro 1, elle est non singulière normale. Deuxième cas, elle est singulière normale. Troisième cas, elle est singulière non normale. C'est les trois cas qui peuvent se produire. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Alors j'ai oublié de le dire, mais donc j'ai dit qu'une courbe, voilà, j'ai dit que si E n'était pas une submersion d'un certain contrôle U, on dit que le contrôle est singulier, ou de manière équivalente que la courbe est singulière. Cette propriété ne dépend que de l'application EX1, elle ne dépend donc que de la distribution, pas de la métrique. D'accord? Ça ne dépend que de la distribution. Donc ici, le premier épithète que je mets, à chaque fois, non singulière ou singulière, ça ne dépend que de la distribution. Non singulière, ça veut dire on n'est pas singulier. D'accord? Le deuxième épithète, normal ou pas normal, ça veut dire qu'on est ou qu'on n'est pas projection d'une extrémale normale. Donc ça dépend de la métrique et de la distribution. D'accord? Donc je suis normal, ma courbe est normale si elle est projection d'une solution de ça, et elle n'est pas normale si ça n'est pas le cas. D'accord? Donc on a les trois cas suivants. Et donc en fait, on sait depuis les travaux de Montgomery, qui ont été suivis par d'autres travaux de Kupka, Liu et Sussman, donc ces travaux ils datent du début des années 90, on sait aujourd'hui que ces trois cas peuvent se produire. D'accord? Je ne vais pas le faire ici, hein. On peut donner des exemples. Alors le premier cas, ça correspond par exemple au cas riemanien. On va voir que ça correspond à bien d'autres cas. Le cas numéro 2, ça serait un cas où votre contrôle il est singulier, c'est-à-dire que votre application EX1 elle n'est pas une submersion en U, mais malgré cela, vous êtes quand même projection d'une courbe normale. D'accord? Donc vous êtes lisse en particulier. Et le dernier cas, ça veut dire que vous êtes singulier et vous n'êtes absolument pas projection de ce type de courbe. Donc a priori, vous n'avez rien au niveau régularité. D'accord? Et donc on appelle singulière minimisante ce cas. Alors c'est surtout ce cas qui est le plus compliqué parce que, en termes de régularité, parce que là on n'a rien, ou éventuellement celui-ci, les deux cas singuliers. Donc c'est là-dessus que porte l'exposé. Alors on va se poser trois types de questions. En fait, quand on regarde les problèmes, trois types de questions émergent. Première question, quand? C'est-à-dire, quand est-ce que le phénomène des singulières minimisantes peut se produire? Donc quand? Par exemple, comme j'ai dit dans le cas riemanien, on est dans le cas numéro 1. Y a-t-il d'autres cas sous riemanien pour lesquels on va être sûr qu'on est dans le cas 1, quelle que soit la courbe minimisante considérée? Ou quels sont les cas pour lesquels on est sûr d'être dans le cas 1 ou 2, mais pas le 3, c'est-à-dire dans les cas qui garantissent qu'on a de la régularité. Donc ça, c'est le quand. Quand est-ce que ça se produit? Quelles sont les distributions pour lesquelles on a ou on n'a pas de singulière minimisante? Donc il y a eu des progrès sur ces questions, on va voir, pour lesquels il n'y a pas, a priori on est plus intéressé par l'absence de singulière minimisante. Deuxième question intéressante, c'est la question de combien. Imaginons qu'on soit dans le cas d'une distribution pour laquelle on sait qu'il y a une singulière minimisante. Est-ce qu'il peut y en avoir beaucoup? Combien il y en a? Y a-t-il beaucoup de singulières minimisantes? Par exemple, il y a une question sur laquelle il y a eu des progrès récemment. Y a-t-il beaucoup de singulières minimisantes? Étant donné un point, donc j'ai un point x, et je regarde pour tout y dans n, les courbes, les géodésiques minimisantes entre x et y. Eh bien, est-ce que parmi toutes ces courbes, il y en a beaucoup qui sont singulières? Quel est l'ensemble des points pour lesquels les géodésiques minimisantes entre x et ces points sont singulières? Quelle est la taille de cet ensemble?
Donc c'est ce qu'on appelle une conjecture de type SARD. Je vais revenir là-dessus. Donc ça, il y a des grosses questions ouvertes là-dessus qu'on ne sait absolument pas résoudre. Et le dernier type de question, c'est comment. Donc comment, ça veut dire, ben voilà, il y a une singulière minimisante. On est dans une situation où entre deux points donnés, il y a une singulière minimisante. Comment elle est? Est-ce qu'elle est lisse? Est-ce qu'elle n'est pas lisse? Est-ce qu'on peut la décrire? Donc par exemple, c'est le problème de la régularité des singulières minimisantes. C'est-à-dire une courbe qui serait dans le cas numéro 3. Voilà. Donc je vais essayer de donner un aperçu rapide des résultats qui ont été obtenus ces derniers temps sur ce type de questions. Puis je donnerai plus de détails sur la dernière en donnant une esquisse de la preuve d'un résultat récent de Accaviori et les données. Alors, donc premier type de question, quand? Quand est-ce que ça se produit? Donc je vous ai dit que dans le cas riemanien, on n'avait pas de problème. Il y a un autre cas où on n'a pas de problème, c'est le cas qu'on appelle FAT. Alors le cas FAT, c'est le cas où, en fait, on a les mêmes propriétés moralement que dans le cas riemanien, c'est-à-dire on n'a jamais de courbe horizontale singulière, qui ne soit pas triviale. Alors, quand? Alors ça, c'est bien connu depuis assez longtemps. Distribution FAT. Alors une distribution FAT, c'est une distribution qui vérifie la condition suivante. Vous prenez un X, vous prenez une section de delta qui ne s'annule pas en X. Alors, si vous regardez tous les crochets de Lie de X avec des sections de delta, si vous évaluez ça en X et vous regardez aussi toutes les sections de delta, eh bien vous trouvez tout l'espace tangent. D'accord? Donc en particulier, c'est de pas 2. C'est-à-dire qu'il suffit de prendre les champs qui sont dans la distribution et un crochet de ces champs pour engendrer tout M. Mais c'est mieux que de pas 2. Parce que pour toute section, le fait de considérer des crochets de Lie de cette forme suffit à avoir ça. D'accord? Donc c'est mieux que de pas 2. Alors dans ce cas, pour tout contrôle non nul, eh bien cette application sera submersive en U. C'est-à-dire que c'est des distributions qui permettent de faire des variations dans toutes les directions. Donc en fait, vous serez dans le cas, comme dans le cas riemanien, vous ne pourrez pas avoir lambda 0 égale 0, donc automatiquement, toutes les courbes minimisantes seront des courbes du type 1, non singulière normale. Deuxième type de distribution pour lesquelles on peut démontrer les choses, c'est ce qu'on appelle les distributions medium fat. Alors c'est une notion qui a été introduite par Agratchev et Saritchev. Qui est celle-ci. Pour tout x dans M, donc c'est des travaux qui datent de la fin des années 90, pour toute section, donc pareil, de delta non nulle en x, vous avez ceci. Voilà. Vous prenez la distribution, les crochets de longueur 2 de la distribution, plus les crochets de longueur 3 qui sont de ce type, alors vous avez tout. D'accord? Donc ça, c'est de pas 3. En particulier, si vous prenez une distribution de pas 2, c'est-à-dire une distribution qui vérifie ça, eh bien, elle est medium fat. Et donc, Agratchev et Saritchev, en utilisant des techniques, une étude de la endpoint mapping au second ordre, ont obtenu le résultat suivant. Pour toute métrique, toute courbe, toute géodésique minimisante, et dans le cas 1 ou 2, et de type 1 ou 2.
C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est soit votre géodésique minimisante, elle va être non singulière, et donc vous serez dans le cas 1, soit elle sera singulière, et donc une étude de la hessienne de la fonction que j'ai effacée, celle-ci, pour la courbe considérée, va vous permettre de montrer, avec ça, que vous êtes forcément singulier normal. Vous ne pouvez pas être singulier non normal. Donc en particulier, dans ce cas-là, vous avez de la régularité pour toutes les courbes minimisantes, pour toutes les géodésiques minimisantes, puisque vous n'êtes pas dans le cas 3. Autre résultat intéressant, Chitour, Jean et Trella ont obtenu un résultat pour des métriques génériques, pour des structures surriemanniennes génériques. Il faut que j'accélère parce que, voilà, théorème. Si vous prenez une structure générique, de rang plus grand que 3, d'accord, donc vous prenez une distribution, donc de rang au moins 3, vous la bougez un peu, vous prenez une métrique sur cette distribution, vous la bougez un peu, et bien dans ce cas, ce que vous allez trouver, c'est une métrique pour laquelle toutes les géodésiques minimisantes sont de type 1 ou 2. Non, que de type 1, pardon. Vous allez tuer les singulières minimisantes. Voilà, donc c'est un joli résultat qui découle de techniques de transversalité, puis d'autres techniques introduites par Bonnard et Kupka. Voilà, donc voilà ce qu'on peut dire sur le camp. On a des conditions qui permettent d'exclure les cas 2 ou 3. On a que génériquement, bien en fait, en rang plus grand que 3, on n'a pas de singulière minimisante. Il y a aussi eu des études pour les distributions de rang 2, donc là je ne vais pas m'étendre là-dessus par manque de temps. Pour les distributions de rang 2, donc en fait, le contre-exemple de Montgomery initial, c'est-à-dire l'exemple par lequel il a montré que la situation 3 pouvait se produire, c'était une distribution de rang 2 dans R3. D'accord ? Donc en développant le type d'idée qu'avait utilisé Montgomery, Liu et Sussman ont obtenu ce type de résultat pour les distributions de rang 2. Si vous prenez une distribution de rang 2 dans une variété de dimension plus grande que 4, en fait, il y a toujours des singulières minimisantes. Vous ne pouvez pas exclure les cas 2 ou 3. En fait, vous pouvez même les calculer, dans un certain sens. Vous pouvez les calculer, il y a toujours des singulières minimisantes, et si vous faites bouger la métrique, vous pourrez tuer le cas numéro 2. C'est-à-dire que vous aurez même des singulières minimisantes non normales, le cas numéro 3. Voilà ce qu'on peut dire sur le camp. Alors pour le combien, je vais dire ça très vite, parce qu'il faut quand même que j'ai le temps de parler du résultat de Akavori les données. Je ne vais même rien dire sur le combien. Donc je vous rappelle que le combien, c'était est-ce qu'on peut dire quelque chose sur... c'est plus écrit. Si, là. Est-ce qu'on peut dire quelque chose sur l'ensemble qu'on peut atteindre par des singulières minimisantes? D'accord? Donc ça va être relié à une conjecture qu'on appelle la conjecture de Sartre-Riemannienne, qui est la chose suivante. Donc je vous renvoie au texte pour plus de détails, puis aux références qui sont dans le texte. Donc combien? C'est relié à ce qu'on appelle la conjecture de Sard-SR sur Riemannienne, qui s'intéresse à la taille des valeurs critiques de l'application endpoint mapping. D'accord? Donc vous fixez un point X. Bon, imaginons que vous prenez un système vous prenez une paramétrisation de delta par un certain nombre de champs de vecteurs, vous faites ça localement. Donc vous avez des contrôles, et vous regardez tous les points critiques de cette application, c'est-à-dire tous les contrôles singuliers. Ce qui vous intéresse, c'est la taille de l'image de cet ensemble de contrôles, c'est-à-dire la taille de l'ensemble des valeurs critiques. Vous savez qu'en dimension finie, on a un théorème qui s'appelle le théorème de Sard et qui nous dit que si on a suffisamment de régularité, en dimension finie, l'ensemble des valeurs critiques est de mesure de Lebesgue nulle. Là, on est dans le cas d'une fonction définie sur un ensemble de dimension infinie, qui est C infini, et on se pose la question de la taille de l'ensemble des valeurs critiques. On ne sait rien, on ne sait même pas si c'est d'intérieur vide ou pas, on sait très peu de choses là-dessus. Donc là, ce que je vous avais dit, c'était le combien qui correspondait à l'image des singulières minimisantes. Donc a priori, il y en a moins, mais on ne sait pas si cette image elle est de mesure nulle ou pas.
Il y a des résultats de Agrachev qui apportent des résultats intermédiaires, mais pas jusqu'à la mesure nulle. Alors, venons au comment. Donc le comment, c'est essentiellement la régularité, c'est-à-dire est-ce que dans le cas numéro 3, on peut dire quelque chose sur la régularité des courbes, par exemple, est-ce qu'elles sont C1? Alors il y a un théorème récent de Hakavuori et les données qui dit la chose suivante. Donc je prends une structure SR, je prends une courbe minimisante, alors elle n'a pas de coin. Donc soit delta G, une structure SR sur M, et gamma, une géodésique minimisante entre deux points. Voilà, alors elle n'a pas de coin. Alors ça veut dire quoi? Elle n'a pas de coin. C'est-à-dire, il n'existe pas de T appartient à 0, 1 ouvert, tel que gamma est dérivable à droite en T, donc disons de dérivée V+, gamma est dérivable à gauche en T, donc de dérivée V-, et V+ et V- ne sont pas linéairement dépendants, et V+ et V- linéairement indépendants. Donc c'est ce qu'on a envie d'appeler un coin. Voilà, c'est ça. Donc en fait, ce que démontrent Hakavuori et les données, c'est que vous ne pouvez pas avoir ça. Voilà, là vous avez, un gamma t ici, tel que là vous avez une vitesse, puis là vous en avez une autre qui n'est pas la même. Donc vous êtes dérivable à droite, dérivable à gauche, et vous ne pouvez pas avoir précisément ça. Alors en fait, ça ne dit pas grand-chose sur la régularité, ça ne fait pas beaucoup avancer le Schmidt-Blick, ça dit que la courbe elle est elliptique, mais qu'elle ne peut pas avoir de coin. Ça dit pas beaucoup. Ça dit rien de plus en fait. Mais bon, je pense que c'est un pas important vers plus de régularité, peut-être vers la régularité C1. Alors je vais vous esquisser la preuve. La preuve est très belle parce qu'elle permet de... Donc en faisant un éclatement, c'est-à-dire en utilisant une idée initialement utilisée par Leonardi et Monti, Hakavuori et les données ramènent ce problème à un problème d'algèbre en quelque sorte. Donc en fait, en considérant l'espace métrique tangent à une structure souriemanienne, il ramène ce problème dans M à un problème de minimisation dans un groupe de Carnot, donc qui est un groupe de Lie, qui a une certaine structure. Et donc en utilisant la structure algébrique, ils vont pouvoir, en supposant qu'on a un coin, construire une courbe plus courte qui pourra aller de ce point, par exemple, à ce point. Donc c'est comme ça que ça marche. Donc esquisse de la preuve. Donc je vais donner des idées essentielles, je vous renvoie au texte pour plus de détails. Donc première chose, donc c'est local, hein. Là il s'agit de montrer qu'on n'a pas de coin, donc on peut travailler au niveau local. Donc je vais supposer que T c'est 0, gamma T c'est 0, puis on est dans Rn. Voilà. Et donc premier lemme. Donc c'est le résultat d'éclatement de Leonardi Monti. Il existe un groupe de Carnot. Donc voilà, donc là, pour démontrer le résultat, je suppose que j'ai un gamma avec un coin qui minimise, et donc mon objectif c'est de trouver une contradiction, d'accord? Donc le gamma ici il a un coin, avec un coin en 0. Donc si on a une telle courbe minimisante, il existe un groupe de Carnot muni d'une métrique invariante à gauche, et il existe deux vecteurs C- et C+ dans le premier niveau du groupe de Carnot, donc je vais dire ça tout à l'heure,
tel que, donc linéairement indépendant, tel que la courbe CT définie de cette manière donc je vais faire un dessin, est minimisante entre chacun de ces points. Donc disons entre exponentielle C+, et exponentielle C-. Voilà. Donc dans un bon système de coordonnées, ce qui va se passer, c'est que vous aurez ici 0. Donc l'élément neutre du groupe de Carnot, vous avez une courbe qui est comme ça. Là, vous avez exponentielle C+. Puis là, vous avez une autre, avec ici, je mets C- comme ça. Je le mets dans, c'est l'opposé de V-, moralement, C-. Et là, j'ai exponentielle moins C-. Voilà. Non, pardon, plus C-. Et donc, la courbe qui va de là à là, comme ça, elle est minimisante. Voilà ce qu'on a. Alors, comment ils obtiennent ça? Donc, en fait, comme vous le savez peut-être, si vous prenez un point régulier d'une structure sous riemannienne, c'est-à-dire un point X, où la distribution et tous ses crochets sont de rang constant, au voisinage de X. Donc, si vous prenez un tel objet, si vous regardez l'espace métrique tangent au sens de Gromov à l'espace métrique MDSR au voisinage en ce point, vous allez tomber sur un groupe de Carnot. D'accord? Donc, comme vous le savez, l'espace métrique tangent à un espace métrique en un point, ça consiste à éclater l'espace métrique au voisinage de points et regarder ce qu'on trouve à la limite. Donc, en fait, quand vous allez faire ça au voisinage de la structure en 0, vous allez obtenir à la limite un groupe de Carnot, et puis la courbe, ici, quand vous allez faire l'éclatement, elle va se déformer aussi, et elle va tomber sur un truc comme ça. D'accord? Donc c'est la même chose que de dire que si vous prenez une variété riemannienne, son cône tangent en un point, c'est un espace euclidien. Donc si vous prenez la même courbe avec un coin, vous allez tomber sur le même type de chose que j'appelle un arc brisé. Alors je démontre ça un peu différent dans le texte que j'ai donné, de manière complètement analytique. Donc je vous renvoie au texte. Voilà, donc ça c'est le premier lemme. Je dois quand même dire ce qu'est un groupe de Carnot. Donc on appelle groupe de Carnot un groupe de Lie G simplement connexe donc simplement connexe dans l'algèbre de Lie G est nilpotente et stratifiée c'est-à-dire qu'on a une somme directe comme ça, voilà, où Vj plus 1, c'est V1, Vj, Vs, c'est non nul, donc c'est le dernier niveau qui n'est pas nul, et Vs plus 1, si je calculais Vs plus 1 comme ça, là, c'est 0, elle est nilpotente. Voilà. Et donc en fait, donc ça revient à dire que si je prends des champs dans le premier niveau, si je prends leur crochet, j'engendre tout, d'accord? Donc si je prends maintenant une métrique sur le premier niveau V1, que je la transporte par invariance à gauche sur tout le groupe G, j'obtiens une structure sous-riemannienne sur G, dont la distribution correspond au premier niveau V1, d'accord? Donc ce que dit le lemme ici, c'est que si vous avez un coin, vous avez un groupe de Carnot, dont le premier niveau V1 est équipé d'une métrique que je transporte par invariance à gauche, j'obtiens de cette manière une structure sous-riemannienne sur G, qui est compatible avec le premier niveau. Et bien pour cette structure sous-riemannienne, pour cette métrique sous-riemannienne, l'arc brisé ici, il est minimisant. D'accord? Donc pour la métrique, qu'on va appeler des chapeaux. Voilà, c'est le premier lemme, donc j'en ai pour 5 minutes, hein, je termine. Donc
Donc on se ramène à un problème algébrique qui va nous permettre de faire de l'algèbre. Lemme numéro 2, donc, que je vais écrire, que j'aurais pu écrire en même temps. Mais... Ah oui, maintenant je peux écrire là. Lemme numéro 2. En fait, on peut... Donc là, en fait, ce que je suis en train d'expliquer, je ne sais plus si je l'ai dit, mais je suis en train de donner une esquisse de la preuve, de la démonstration du théorème de Akavori et les données, dans le cas d'un point régulier. D'accord ? Dans le cas non régulier, ça ne serait pas le même lemme. Ça serait... si, en fait, le même lemme serait vrai, mais il faudrait ajouter quelque chose dans l'explication. Donc, lemme numéro 2, en fait, je peux supposer que le groupe de Carnot là-haut, il est de rang 2. Alors pourquoi? Bon, eh bien, j'ai un arc brisé de vitesse C+, et C- qui est minimisant. Je prends la sous-algèbre de Lie engendrée par C-, C+, elle va être stratifiée. Je prends le groupe engendré, le groupe associé à cette sous-algèbre de Lie simplement connexe. Ça va me donner un groupe de Carnot pour lequel l'arc brisé va être minimisant. Donc là, il n'y a aucun problème. Je peux me ramener à un groupe de Carnot de rang 2. Alors maintenant, l'idée de Akavori et les données, l'idée principale, c'est de faire une récurrence sur le pas du groupe de Carnot. Donc il est là de rang 2, et le pas, c'est le S qui est là-haut, qui est l'ordre de nilpotence. Hein, d'accord ? Donc on fait une récurrence sur le pas du groupe. Voilà, donc on va montrer ça par récurrence. Donc on commence par, disons, un groupe de pas 2. Donc soit G, un groupe de Carnot de pas 2. De pas 2 et de rang 2. Donc en fait, vous êtes dans le cas où vous avez V1, c'est petit v, petit w, et V2, c'est crochet VW. Donc c'est le même cas que Heisenberg en dimension 3, par exemple. Dans ce cas, en fait, votre groupe de Carnot, votre structure sur-riemannienne, elle a une distribution qui est fat. Donc en fait, vous avez, on a dit tout à l'heure, dans le cas fat, on est forcément dans le type 1, donc vous ne pouvez pas avoir de coin. D'accord ? Donc on ne peut pas avoir de coin. Donc la récurrence est sur le pas du G. On montre que pour un groupe de Carnot de pas S, on n'a pas de coin d'arc brisé minimisant. Donc dans ce cas-là, c'est OK. Donc maintenant, on va le montrer pour un groupe de pas S plus 1. Donc je suppose que j'ai un groupe de Carnot de pas S plus 1, que je l'équipe d'une métrique invariante à gauche, et que pour cette structure sur-riemannienne, j'ai un arc brisé minimisant. Je veux trouver une contradiction. Et je suppose que je sais qu'il n'y a pas de groupe de pas S qui ont des arcs brisés minimisants. Donc pas d'arc brisé minimisant pour le pas S. Je l'écris comme ça. Alors, on a besoin d'un lemme. Donc, je suppose que j'ai un arc brisé minimisant dans un groupe de pas S plus 1, d'accord ? Je l'appelle toujours C, C2T, c'est celui qui est là-haut. Lemme. En projetant, donc, je l'écris d'abord, il existe un vecteur tangent dans VS plus 1 tel que la distance, donc c'est la distance associée à la structure sur-riemannienne d'Angers, des chapeaux, entre h exponentielle C- et exponentielle C+, est plus petite que la somme des normes de la métrique que j'ai considérée sur le premier niveau. Et je suppose, pour simplifier, que ces deux normes, c'est 1. D'accord ? Donc ça, c'est 2. Voilà. Alors ce lemme, il n'est pas dur. Preuve. Vous prenez le centre, VS plus 1, vous prenez le quotient de G par H, ça va vous donner un groupe de Carnot de pas S, alors G est de pas S-1. Donc là, vous allez tomber sur un groupe de Carnot de pas S, dont le premier niveau
sera isométrique au premier niveau de grand G. D'accord? Donc vous pouvez prendre la même métrique sur le premier niveau de ce groupe de Carnot-là. Donc vous obtenez une structure sur riemannienne. Comme ce groupe de Carnot, il n'est pas S, on sait qu'il n'a pas d'arc brisé minimisant. Donc l'arc brisé minimisant que vous aviez, vous allez le projeter là-dessus. La projection n'est pas minimisante, vous avez une autre courbe plus courte, vous la relevez, cette autre courbe en haut, et vous obtenez ça. D'accord? Donc là, vous aviez un arc brisé minimisant, vous le projetez, vous en avez un autre, vous avez une courbe plus courte, vous la relevez, vous obtenez une courbe qui fait ça. Donc là, il y a un défaut quand vous relevez. Le défaut, il est là. D'accord? Donc voilà ce deuxième lemme. Troisième lemme, qui est le cœur de la preuve, qui va me permettre de terminer. Ah oui, c'est vicieux. Donc troisième lemme. Ah oui, du coup, je me suis fait avoir. Donc lemme numéro 3. Alors du coup, j'ai perdu mon deuxième lemme, ce qui ne m'arrange pas. Alors lemme numéro 3, c'est le cœur de la preuve, et donc ça, c'est ce lemme qui fait suite aux travaux de... Moi, ils ont beaucoup travaillé sur la question Accaviori, les données, Leonardi Monti, et donc j'imagine que c'est comme ça qu'ils sont arrivés à ce lemme-là. Donc c'est un lemme qui paraît un peu technique, mais c'est ce qui fait marcher la preuve. Donc ils ont dû tâtonner pour l'obtenir. Donc il existe... Donc c'est un lemme qui va permettre de construire une courbe plus courte pour aller de exponentielle C- à exponentielle C+, par morceau. Donc il existe D1, D2, D3 dans VS. Donc je vous rappelle qu'on est dans G de pas S plus 1, tel que, pour tout epsilon, on a ceci. Je peux écrire exponentielle C+, comme exponentielle C- fois un produit de 7 termes. Voilà. Et donc, je contrôle. Donc, je vais contrôler la longueur de ces termes, la distance à l'origine de ces termes. Donc, je vais peut-être directement vous donner... non, je vais vous donner ceci. On a ceci. Voilà, donc je ne les donne pas tous, d'accord? Alors il y en a un quand même que je dois écrire, c'est celui-ci. Bon, il y en a un qui fait intervenir H, d'accord? Donc vous avez une décomposition de l'exponentielle C+, comme exponentielle C- fois un produit de 7 termes, où les 7 termes ici ont une description précise en fonction D1, D2, D3 et de H, d'accord? Alors comment on démontre ça? Ben, en fait, vous prenez le logarithme ici à droite. Là, vous n'avez que des exponentielles. Hein. Vous vous ramenez dans l'algèbre de Lie par la formule de Becker-Campbell-Hausdorff, ben vous résolvez ce que vous avez. Et en plus, étant donné que vous êtes dans un groupe de Carnot, donc l'algèbre de Lie est nilpotente, et vous avez des éléments D1, D2, D3 qui sont dans VS, donc à partir d'un certain nombre de crochets, vous tomberez sur 0. H, il est dans VS plus 1. Donc il n'y aura pas beaucoup de crochets dans lorsque vous allez écrire les formules, et donc vous allez tomber sur... vous allez tomber là-dessus. En fait, il faut vérifier que ça vérifie cette égalité. Donc, voilà. Et donc, pour conclure... Quoi S? Hein? Où il y a S? Ah, c'est S, ça, c'est le pas du groupe. S? Quoi? Epsilon puissance S. Pour epsilon égale 1, ça fait 1. Voilà, et pour conclure, donc, maintenant, ce qui vous intéresse, c'est ça. Donc vous avez supposé que l'arc brisé est minimisant.
vous avez supposé que C- et C+, sont de norme 1. Donc, ce que vous voulez montrer, c'est qu'en fait, ça, c'est strictement plus petit que 2. Hein. Donc, bah, vous utilisez cette formule. Vous écrivez exponentielle C+, comme ça. Donc, ça vous donne ça. Donc là, vous avez 7 termes qui sortent. Vous avez pris une métrique invariante à gauche. Donc ça, vous pouvez le faire sauter. Maintenant, vous pouvez utiliser l'inégalité triangulaire pour avoir ça. Donc ça, c'est l'élément neutre. C'est l'élément neutre. Voilà. Encore une fois, vous êtes invariant à gauche, vous pouvez faire sauter le Z1. Donc vous avez ça. Voilà, vous avez ça. Par construction, en fait, vous connaissez, du moins, vous pouvez estimer les distances à l'origine de ces 7 choses-là. D'accord ? Donc en fait, vous tombez là-dessus. Donc je vous renvoie au texte pour les détails sur les formules et sur les distances. Vous tombez là-dessus. Donc vous voyez, en fait, peut-être que je vais faire un dessin, vous aviez ça. Et le fait d'écrire ça, là, bah, ça vous dit qu'en fait, vous avez découpé en 7 bouts. Donc vous connaissez les longueurs. Donc c'est ça. Et vous, ce que vous allez montrer, c'est que la longueur de ces 7 bouts-là, concaténées, bah, c'est plus petit que 2 strictement. Et donc ce que vous obtenez, en fait, c'est que la somme de ces distances, c'est ça. Donc du coup, ça va faire ça. Oui. Voilà, donc vous tombez là-dessus. Vous aviez supposé que ça, c'était 2. Vous vous souvenez qu'en fait, en relevant, du moins en prenant un quotient de G par son centre et en relevant, on avait ça, qui était strict plus petit que 2. Ça, là. Donc du coup, vous trouvez que pour epsilon petit, vous avez que ça a un signe, c'est positif. Donc ça, 2 moins ça, c'est négatif. Vous avez une contradiction. Voilà. Et donc de cette manière, vous montrez que vous n'avez pas de coin minimisant dans les groupes de Carnot. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention. Terre. In English, you can. Okay, so first the question is, it seems from the text that it is open whether there is a non-smooth, like non-C1 or non-C infinity minimized Oui. curve. Now, it says, also I want to clarify here the analysis point. So you have a curve which is energy minimizing, so it is Lipschitz, so it's differentiable almost everywhere with derivative of norm, constant norm, but in the almost everywhere sense. So what does one know about the derivative, let's say the left or the right derivative, the norm, a priori in a point where there is a left or right derivative? What do you know about the norm of this derivative? Is it much? It should be 1. It should be... Why it should be 1? You know it's almost everywhere 1. Or why should it be 1 in the... I think because it should be, no? Why? Because the distance, okay, if you have this, I think, you have this, right? And so if you take, yep, should be. If you have a right derivative, you take the same curve, you take the symmetric of this curve on the left side, you have a real derivative.
So I think it should be, yes, it should be 1. So what is the... So a priori you know that the integral of the derivative, so the distance is given by the... Si, on peut en discuter. It seems to me that it should be. Dans l'exemple de la voiture qu'on essaie de garer, on est dans quel cas pour les équations minimisantes? Je ne suis pas expert de ça, donc ce ne sera pas un cas exactement sous Riemann. Quand on essaie de garer une voiture, oui, on fait du contrôle. Si on veut regarder le chemin optimal pour garer la voiture, donc on va devoir mettre des contraintes sur la taille du contrôle. Oui, je ne pense pas que ce soit exactement le cas sur Riemannien, c'est un cas proche, mais je ne sais pas, peut-être Hugo qui est là, tu connais le cas... La voiture, il faut aller arrière, avant, comme ça, c'est la voiture de la Wiesenschärfe. Et ça, c'est un cas de contact en dimension 3. Et alors, on est dans le cas. Ah, c'est un cas de contact. Ouais, donc on est dans le cas simple. Il n'y a pas ce problème-là. Après, si on met des remorques, alors c'est différent. Pardon? Qu'est-ce qu'on entend par contrôler des points voisins? Ah, des coins. Ah oui, des points. Des coins, pas des points. Oui, comme les canards. Oui. Donc, est-ce qu'on peut contrôler des coins? Ah oui, si on a 2 coins. On sait qu'il n'y a pas de coin déjà. Donc, non, pour aller plus loin, là, il faudrait quantifier. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont montré qu'il n'y a pas de coin. Ce qu'il faudrait, c'est quantifier. Quantifier le fait que, voilà, localement, on peut être lisse, mais on ne peut pas tourner globalement, même de manière lisse. Il faudrait quantifier un peu pour aller plus loin. Mais il y a du travail à faire là-dessus.